Il est regrettable qu'à présent, l'Europe manque sa chance. Pour la première fois, un président américain est vraiment prêt à mettre fin à une guerre qui a considérablement nui à l'Europe. Et les Européens stupides, il n'y a pas d'autre mot, là, font tout pour prolonger cette guerre qui leur nuit massivement. Mais quand on voit les bouffons qui agissent d'aujourd'hui en politique allemande, il faut bien dire qu'ils ne connaissent de rien à l'histoire, ils n'ont lu aucun livre. Pensez au ministre des Affaires étrangères qui parle comme si Gorbatchev et Brandt n'avaient jamais existé. La Russie restera toujours notre ennemi. Alors là, c'est un niveau où l'on insulterait même l'école primaire si l'on disait que c'est de l'école primaire. Monsieur Lafontaine, vous êtes l'une des voix politiques les plus marquantes de ces dernières décennies, quelqu'un qui n'a jamais eu peur de s'opposer au courant dominant. Je suis ravi de cette conversation et heureux de votre présence aujourd'hui. Je suis venu avec plaisir. Monsieur Lafontaine, il y a quelques mois, vous avez dit « L'état d'esprit de l'Allemagne est lamentable. Soyez honnête ». Le diriez-vous de la même façon aujourd'hui, ou même de façon encore plus dure? Peut-on le dire plus durement? Je maintiens mes propos. Et je fais surtout référence au fait qu'on utilise toujours deux poids, deux mesures, ce qui est condamné d'un côté, le même acte est soutenu chez d'autres. Je ne peux pas accepter ça. Monsieur Lafontaine, en tant que ministre des Finances, vous avez probablement effectué le départ le plus rapide de l'histoire. 2 mois et puis c'était fini. Pour beaucoup, cela aurait été le sommet de leur carrière. Vous êtes simplement parti. Était-ce à l'époque du pur idéalisme? Mieux vaut se retirer et se réinventer que se laisser déformer? Oui, pur idéalisme était peut-être un peu trop ambitieux, mais j'avais le projet, par exemple, de réguler les marchés financiers et je n'ai pas été soutenu par le chancelier et j'avais toute la presse allemande contre moi. Et d'un autre côté, j'ai toujours été fermement opposé à la guerre et j'ai vu les préparatifs de la participation de l'Allemagne à la guerre en Yougoslavie. Donc, cela faisait deux raisons de dire que je ne voulais plus participer parce que je ne voulais pas être responsable d'une telle politique. Beaucoup de gens, monsieur Lafontaine, se sentent trahis par la politique de nos jours. Les Verts ont prêché le pacifisme pendant des décennies et j'ai cru les Verts pendant des années. Soudain, on devient fidèle à l'OTAN, livre des armes et invoque la raison d'État ainsi que les traités transatlantiques mis en avant. Pourquoi les partis changent-ils autant une fois au pouvoir? Le pouvoir est bien sûr séduisant. Il a aussi la capacité de changer les choses, même chez ceux qui participent au pouvoir. Et ces forces sont suffisantes chez beaucoup pour les amener à changer d'avis. Il y a aussi tout simplement des considérations opportunistes. Si je me comporte de telle ou telle manière, j'aurai tel et tel inconvénient. Si je me comporte autrement, j'aurai tel et tel avantage. Et tous ceux qui s'en suivent. J'ai aussi constaté qu'il est très difficile, avec le temps, de développer sa propre pensée. Je trouve cela vraiment très difficile, car on est toujours influencé par son environnement, par la multitude d'informations qui nous submergent, et c'est encore plus difficile, justement, d'aller à contre-courant lorsqu'on essaye de penser par soi-même. Mais nager à contre-courant est la seule façon d'atteindre la source. Seule l'AfD semble actuellement aller à contre-courant. L'opposition est la position la plus confortable. Il suffit de capter le sentiment de la population. On cible les points sensibles et dit ce que les gens veulent entendre. Pensez-vous que l'AfD, une fois au pouvoir, deviendra docile sur le plan transatlantique et rejoindra le système? Elle devient déjà docile sur le plan transatlantique, comme vous le soulignez. Cela a commencé avec la flirtation entre Alice Weidel et Elon Musk, qui a ensuite été mis en contact avec Trump par Musk. Cela a aussi commencé avec le soutien de Vance à l'AfD. Cela a aussi des conséquences, par exemple, dans la question de Gaza. L'AfD n'est vraiment pas un parti qui va à contre-courant, mais elle va dans le sens du courant. C'est vraiment très regrettable et cela confirme pour moi de manière significative leur crédibilité. Et sur la question du réarmement, elle est du côté de ceux qui veulent se réarmer parce qu'elle dit justement nous avons besoin d'une Bundeswehr plus forte. Mais qu'est-ce que j'en sais d'autre? Et elle ne va pas non plus à contre-courant en matière de politique économique et sociale, mais elle a une orientation fondamentalement néolibérale, donc du côté des riches, pour le dire simplement. En ce sens, l'AfD est aussi en partie un parti du système. Elle n'a que le grand thème de la migration, et c'est là qu'elle a en quelque sorte une position unique, parce qu'elle a nagé à contre-courant sur ce sujet pendant des années.
Et comme on le sait, ce sujet touche beaucoup de gens. Pensez-vous, monsieur Lafontaine, que le cordon sanitaire a totalement échoué? Oui, c'est compréhensible, elle est stupide. C'est un échec de la Union chrétienne-démocrate d'Allemagne depuis de nombreuses années, car l'AfD est la chair de la Union chrétienne-démocrate d'Allemagne, et les cadres dirigeants appartenaient à la Union chrétienne-démocrate d'Allemagne, la Jung Union, ou la Konrad Adenauer, et étaient soutenus par la fondation Konrad Adenauer. Leur origine est vérifiable sur Google. Et je ne parle pas comme la Vierge à l'enfant. En tant que président du Parti social-démocrate d'Allemagne, j'ai veillé à ce qu'il y ait des coalitions avec le Parti du socialisme démocratique de l'époque, qui était tout aussi stigmatisé que l'AfD aujourd'hui. J'ai veillé encore plus tôt avec Willy Brandt à l'époque à ce qu'il y ait les premières coalitions avec les Verts. À l'époque, ils étaient aussi surveillés par l'Office de protection de la Constitution. C'est intéressant que beaucoup aient oublié cela aujourd'hui. Et cela aurait déjà dû être la tâche de la Union chrétienne-démocrate d'Allemagne de former une alliance avec l'AfD au niveau régional, car alors l'AfD devrait être plus honnête. Elle ne pourrait donc pas agir comme vous l'avez décrit tout à l'heure dans votre question. Elle devrait être honnête et dire ça, c'est possible, ça, nous l'avons obtenu, et ça, nous ne pouvons tout simplement pas le faire. Alors, je dois me confesser à ce stade, monsieur Lafontaine. J'ai en fait déjà voté pour tout le spectre, de la gauche jusqu'à l'AfD. Aujourd'hui, ma devise, ne fais confiance ni aux révolutionnaires ni aux politiquement corrects, fais-toi confiance. C'est l'acte de rébellion. Tu n'es plus séduisible ni manipulable. Cela conduit parfois à une liberté intérieure et financière. Et alors, tu peux décider toi-même si tu veux participer au prochain spectacle politique ou simplement poser ton téléphone dans un coin et aller te promener avec ta famille dans la forêt ou dans la nature. Pourquoi agir de façon responsable est-il si mal perçu dans cette société? Parce que très peu de gens parviennent réellement à avoir leur propre opinion et à rester fidèles à leurs propres principes. Cette opinion personnelle et ces principes sont sans cesse remis en question par les innombrables voix extérieures qui influencent les gens. Dans ce sens, je ne veux pas vraiment condamner cela moralement. Je vois les structures qui mènent à ce comportement et à eux aussi, je ne peux que répondre. Ils doivent préserver et développer leurs propres pensées, essayer de stabiliser leurs principes et les remettre constamment en question. Pour le choix électoral, avez-vous déjà voté pour le Bündnis Sarah Wagenknecht? Vous n'êtes pas obligé de répondre. Mais nous disons oui, et c'est pourquoi c'est une certaine tragédie. Nous sommes le seul parti qui est justement contre la guerre et la course à l'armement. Tous les autres partis ont soutenu la course à l'armement, même les gauchistes du Conseil fédéral. Ils ont tous approuvé la forte réduction des prestations sociales qui va bientôt arriver. Et c'est pourquoi, bien sûr, je fais la promotion du Bündnis Sarah Wagenknecht. Et il est regrettable que notre État de droit fasse en sorte que ce soit le Bundestag qui décide si l'influence du Bündnis Sarah Wagenknecht contre le désavantage lors du dépouillement des votes soit également accordée à l'État. Mais Dieu merci, il y a maintenant quelques scientifiques qui disent le Bündnis Sarah Wagenknecht a raison. Mais il suffit de regarder les chiffres. En tant que physicien, j'ai appris à gérer les statistiques, à manipuler les chiffres. Étant le plus petit parti, nous avons eu le plus de corrections et obtenu le plus de voix supplémentaires. Il suffit de calculer, nous sommes largement dedans. Cela signifie que l'État de droit refuse à un parti qui a 5% l'entrée au Bundestag. Et Merz n'a fondamentalement pas de majorité. Voilà le vrai problème. Ce chancelier risque de nous mener à la guerre sans même disposer d'une majorité. Monsieur Lafontaine, vous avez évoqué Donald Trump. Selon vous, combien de mois auriez-vous tenu sous sa présidence? Pour Gerhard Schröder, j'avais évoqué 2 mois, mais avec Donald Trump, ce serait sans doute 2 semaines ou moins. Cela aurait sûrement été très court, avec une forte probabilité, car même si je pense qu'il a accompli des choses importantes concernant la question ukrainienne, oui. Et même si ce n'est que cela, le fait est que les deux plus grandes puissances nucléaires du monde sont à nouveau en dialogue. Et il semble que le danger d'une guerre nucléaire est nettement diminué. Rien que pour cela, il a déjà un grand mérite, même s'il oscille par ailleurs et que, je ne sais pas, il est parfois indécis, mais justement étant quelqu'un qui exige tout de même une certaine constance en politique et qui ne suit pas chaque revirement, il n'aurait pas fallu longtemps avant que je dise « non, ce n'est pas mon truc ».
Et probablement que je ne serais même pas, pour envisager cela théoriquement, entrer dans l'équipe si on me l'avait proposé. Parce que oui, Trump n'a pas changé. Il est comme ça depuis de nombreuses années. On peut l'aimer ou le détester, mais il fascine des millions. Voyons le côté positif. Qu'est-ce qui fait le phénomène Donald Trump? C'est qu'il vient réellement de l'extérieur. Il est donc en ce sens un outsider, il ne vient pas de la bulle politique et il n'est pas non plus impliqué dans toutes les structures de pouvoir qui déterminent la politique aux États-Unis. Donc, par exemple, là, le complexe militaro-industriel ou aussi l'influence israélienne aux États-Unis ou encore les services secrets qui mènent souvent leur propre vie, là non plus, il n'est pas impliqué. Contrairement à Biden et aux démocrates, les services secrets voulaient en fait arrêter Trump, c'est évident. En tout cas, c'est ce qui le caractérise. Et en ce sens, il a déjà obtenu un résultat, à savoir que les deux puissances nucléaires se parlent à nouveau. Et ainsi, le grand danger qui n'a pas du tout été perçu par la politique officielle et malheureusement pas non plus par le journalisme, à quelques exceptions près. Le risque d'une guerre nucléaire en Europe centrale est écarté pour l'avenir prévisible. Rien que cela est vraiment décisif. Et c'est pourquoi je ne le juge pas uniquement de manière négative, mais je dis justement, c'est un dépanneur, comme on dit. Mais à ce moment-là, il a eu un effet positif. Et je me demande toujours dans quelle mesure il réussira, s'il parviendra justement à s'imposer face aux services secrets, à l'industrie de l'armement ou au lobby israélien. Là, il y a évidemment un gros problème car il reçoit assidûment des dons de tous ces groupes. Donald Trump étant homme d'affaires, il doit sans doute à ses partenaires commerciaux. Donald Trump a mobilisé des millions de personnes car il est vu comme anti-establishment. Et vous-même, vous avez aussi, d'une certaine manière, lutté toute votre vie contre l'establishment. Si vous repensez à aujourd'hui, avez-vous regretté ne pas avoir plus de moments à la Trump, simplement pour imposer encore plus fortement votre idée? Eh bien, je ne sais pas dans quelle mesure je peux transposer cela à ma vie et à la politique allemande. Je peux seulement dire que dans l'ensemble, je ne suis pas mécontent de ce que j'ai pu accomplir au fil des années, parce que j'ai été 13 fois tête de liste, donc j'ai 13 fois pris la responsabilité en tant que tête de liste, et j'ai donc souvent obtenu de grands succès électoraux, mais principalement au niveau communal et régional. Mais même les critiques disent que j'ai beaucoup contribué à la victoire électorale du Parti social-démocrate d'Allemagne en 1998. Cependant, cela a ensuite donné lieu à une politique que je ne pouvais pas soutenir dans le domaine social. Je me suis réconcilié avec Schröder. C'est peut-être aussi connu en Suisse, mais nous avons mis de côté les questions sociales et économiques car il n'est pas utile d'essayer de se convaincre mutuellement sur des sujets controversés. En politique étrangère, il a accompli un travail important, car il a d'abord reconnu que l'Allemagne avait besoin d'une énergie bon marché. Et c'est encore aujourd'hui une grande question de la politique allemande. Deuxièmement, il a prouvé pendant la guerre en Irak qu'un chancelier allemand n'est pas obligé de suivre les Américains. En ce sens, mon jugement à son égard est également partagé. Je considère ces deux réalisations comme importantes. En matière de politique économique et sociale, nous avons toujours des opinions divergentes. Quand je pense à Donald Trump, Viktor Orban me vient aussi à l'esprit. Deux hommes politiques sont ainsi très critiqués par les médias allemands alors qu'ils œuvrent durablement pour la paix. Quand avons-nous, Allemands, pris la mauvaise direction? Eh bien, Viktor Orban est justement un homme qui a manifestement le courage d'aller à contre-courant et de défendre ses propres opinions. Ce n'est pas fréquent, même au niveau européen. On peut observer la même chose que ce que nous avons discuté au début de notre conversation. C'est une chose. Et l'autre chose, c'est qu'il est capable de penser clairement, je dois le dire ainsi. Et penser clairement signifie j'ai la mission de défendre les intérêts de mon pays et j'ai aussi la mission de vraiment défendre les intérêts de l'Europe. Et il a au moins compris que parmi les intérêts de l'Europe et de son pays, il y a le fait d'entretenir de bonnes relations avec la Russie. C'est évident, cela a toujours été ainsi dans l'histoire. Bismarck a dit l'Europe se porte bien lorsque la Russie et l'Allemagne s'entendent. Cette phrase de Bismarck est toujours valable aujourd'hui. Mais quand on voit les bouffons, excusez-moi d'être aussi polémique,
qui agissent aujourd'hui en politique allemande. Il faut bien dire qu'ils ne connaissent rien à l'histoire. Ils n'ont lu aucun livre. Pensez seulement au ministre des Affaires étrangères qui parle comme si Gorbatchev et Brandt n'avaient jamais existé. La Russie sera toujours notre ennemi. C'est un niveau où l'on insulterait même l'école primaire si l'on disait que c'est un niveau d'école primaire. Que pensez-vous de la thèse ? J'ai souvent entendu ces dernières semaines que certains politiciens européens sabotent la paix, non par solidarité avec Kiev, mais pour détourner l'attention de leurs propres problèmes. Je veux dire, regardez autour de vous. Nous avons une crise économique, une crise migratoire, l'effondrement des systèmes éducatifs. Y a-t-il du vrai là-dedans ? Oui, bien sûr qu'il y a du vrai là-dedans. Mais il faut toujours voir que toute la politique concernant l'Ukraine n'est faite que de mensonges, de propagande et de mensonges. On peut dire que presque une phrase sur deux qui est prononcée publiquement à ce sujet est un mensonge. Par exemple, nous voulons défendre les intérêts de l'Ukraine. Il faut y réfléchir. L'intérêt de l'Ukraine est très simple. Il faut tout faire pour empêcher la mort, pour empêcher la souffrance, et il faut tout faire pour que l'Ukraine ne soit pas davantage détruite. Votre politique, comme celle évoquée, produit l'effet inverse. Vous prolongez chaque jour la souffrance, la mort, vous n'avez absolument pas la lucidité de le voir ou de faire quelque chose contre cela, et vous prolongez l'agonie de l'Ukraine. Pardon, donc la destruction de l'Ukraine. L'Ukraine se retrouve dans une situation de plus en plus mauvaise, mais cela ne les impressionne visiblement pas. La question est de savoir à quel point ils sont empoisonnés par la propagande. Donc la question est de savoir pourquoi, par exemple, Merz exprime sa haine des Russes de manière aussi ouverte et ne se rend pas compte qu'il se trompe complètement s'il prenait en compte ne serait-ce que quelques faits, et beaucoup d'autres aussi. Est-ce simplement la conséquence de la propagande que tout le monde a subie pendant des décennies? Eh bien, moi, je l'ai vécu quand j'étais jeune homme. Par exemple, pour expliquer cela, lors de la crise de Cuba, j'ai longtemps pensé que les Russes étaient les méchants, parce que je ne savais pas et parce que les médias l'avaient largement passé sous silence. C'était aussi un accord entre Kennedy et Khrouchtchev. Les États-Unis avaient auparavant stationné des missiles justement en Turquie qui menaçaient Moscou auparavant. Et que, bien sûr, le retrait des Russes impliquait aussi que ces missiles soient démantelés. On nous a caché cela, les médias de propagande, la presse de propagande l'ont caché, et cela a conduit à un jugement complètement erroné, et on pourrait continuer ainsi indéfiniment. Donc la paix implique simplement l'effort pour la vérité, l'effort quotidien pour la vérité. Et sur la question de l'Ukraine, l'Allemagne se trompe complètement. Et il est étonnant qu'avec la politique menée, c'est justement à l'Ukraine qu'on nuit le plus. Sous la bannière « Nous aidons l'Ukraine ». Je suis d'accord avec vous, monsieur Lafontaine. Et pour moi, qui ne suis pas un stratège militaire, il ne s'est vraiment pas passé grand-chose ces dernières années. Parfois, il y a eu un petit gain de territoire par-ci par-là, mais il n'y a pas eu d'escalade majeure, ni d'armes nucléaires tactiques ou de centrales nucléaires détruites. Est-ce que cela signifie que les deux camps connaissent désormais leurs lignes rouges, ou bien est-ce ce que nous bluffons tous pendant la guerre jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée à la fin ? En ce qui concerne l'Ukraine, c'est-à-dire Zelensky, je ne suis pas en mesure de dire qu'il connaît les lignes rouges. Parce qu'il y a eu ces attaques contre la centrale nucléaire de Zaporizhia, il y a eu les attaques contre le système d'alerte précoce des États-Unis. En ce qui concerne les missiles intercontinentaux, pour ne citer que deux exemples, ce n'étaient pas des coïncidences. Et Zelensky a demandé dès le début une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine que l'OTAN devait faire respecter. Sa stratégie a donc toujours été d'entraîner les États occidentaux dans la guerre. Et cela signifie qu'il a toujours essayé de franchir les lignes rouges. Alors qu'il faut reconnaître à la politique russe une constance ces dernières années qui consiste simplement à répéter depuis des décennies la même chose. On dit toujours qu'il s'agit de l'OTAN à notre frontière. Cela aussi doit être expliqué. L'OTAN est perçu positivement dans l'esprit de beaucoup de gens. Quand ils entendent qu'est-ce que les Russes ont contre l'OTAN à leur frontière, ils ne comprennent pas cela.
Mais si on dit qu'ils ne veulent pas de missiles et de troupes américaines à leurs frontières, et surtout pas de missiles sans temps d'alerte, alors peut-être que certains comprendront. Il faut donc toujours traduire cela, et c'est toujours le point de discorde. Et quand on voit que les hommes d'État européens, entre guillemets, disent qu'ils veulent maintenant envoyer des troupes de l'OTAN en Ukraine, il faut vraiment se demander, est-ce qu'ils n'ont vraiment rien compris? Toute cette guerre existe parce que la Russie dit « nous ne voulons pas de missiles et de troupes à notre frontière, des missiles et des troupes ennemies à notre frontière ». Et maintenant, ils exigent « mais nous voulons cela ». Et ils appellent ça une force de paix. Donc ici aussi, c'est le mensonge dominant dans tout ce qui est dit. Et les Russes ne peuvent pas considérer les missiles britanniques ou français, qui sont déjà utilisés en Ukraine, comme une force de paix. Mais ces mensonges et cette propagande sont sans fin et ils s'imposent dans l'opinion publique. Et il est regrettable qu'à présent, l'Europe manque sa chance. Pour la première fois, un président américain est vraiment prêt à mettre fin à une guerre qui a considérablement nui à l'Europe. Et les Européens stupides, il n'y a plus d'autre mot, font tout pour prolonger cette guerre qui leur nuit massivement. Quelle explication peut-on donner à cela? Donald Trump est généralement considéré comme très erratique. Pensez-vous possible que Donald Trump décide soudainement d'abandonner en disant « Débrouillez-vous, j'abandonne ». Désormais, vous achetez les armes chez nous et moi, j'observe cela de loin. C'est déjà ce qu'il fait. Il a d'ailleurs expliqué pourquoi il fait tout ça. Il a dit que c'était une grande erreur des deux gouvernements, de la Russie et de la Chine, de les rapprocher. Nous, États-Unis, ne voulons surtout pas que ces deux grandes puissances s'unissent. Je dois tout faire pour les séparer à nouveau, pour les diviser. C'est ce qu'il a dit littéralement. Et dans ce sens, c'est logique. Je mets fin à la guerre en Ukraine et je me tourne vers la Chine. C'est sa politique, il l'a d'ailleurs dit. Il suffit simplement d'écouter ce qu'il dit et d'écouter ce qu'il répète toujours. Qu'ils disent parfois quelque chose le matin et autre chose le soir, c'est évident. Et qu'ils disent parfois aussi des choses incohérentes, c'est aussi évident. Mais sur ce point, il a été cohérent jusqu'à présent. Il a tout de suite commencé la lutte avec la Chine sur le plan économique. Et c'est aussi son grand sujet. Il pense que tous les États nuisent aux États-Unis parce que la balance commerciale est si mauvaise. Donc, il veut maintenir la Chine à un niveau inférieur. Il veut maintenir ce concurrent à un niveau inférieur. C'est aussi l'avis de l'État profond. Tout le monde est d'accord. Ils le veulent aussi car ils sont toujours. Malheureusement, Trump en fait aussi partie, les États-Unis, parce qu'ils ont toujours cette idée folle de vouloir dominer le monde. À notre époque, c'est une idée complètement folle. Dans un monde avec la Chine, la Russie, l'Inde, etc., aucun État ne peut, même les États-Unis ne peuvent pas dominer le monde, bien qu'ils le croient. Ils doivent considérer toutes ces déclarations. Mais Donald Trump a compris que dans toutes ces confrontations géostratégiques, ce serait une grave erreur de rapprocher toujours plus la Russie et la Chine. Et c'est pourquoi il essaie de dénouer le nœud gordien en Ukraine. Klaus von Donani a formulé cette phrase « L'Allemagne ne doit pas devenir le champ de bataille des intérêts américains ». Je dois m'arrêter un instant. J'ai pensé à l'Irak, l'Afghanistan, la Syrie. Au fond, nous, les Européens, avons toujours dû compenser quelque part les méfaits des Américains. Vague migratoire, division sociale. N'est-ce pas finalement ce qui arrive aussi avec l'Ukraine ? Oui, bien sûr, nous avons aussi de nombreux réfugiés venant d'Ukraine. Il faut aussi toujours préciser que la Russie a également accueilli 3 millions de réfugiés venant d'Ukraine. La Russie a bien sûr aussi d'énormes problèmes avec cette guerre. C'est une pure évidence et les États-Unis ont donc apporté un soutien financier, mais essentiellement, ils ont aussi procuré d'énormes contrats à leur industrie de l'armement et là, Donald Trump est particulièrement actif pour obtenir sans cesse de nouveaux contrats. Et le fait qu'aujourd'hui, on arrive à la conclusion que les politiciens sont devenus fous, on peut aussi le voir à la clause des 5%, à l'accord des 5%. 5% du produit social en Allemagne représenterait la moitié du budget fédéral. Je le dis clairement, les politiciens affirmant que la moitié du budget fédéral peut aller à l'armement sont fous.
Ils devraient en fait tous être immédiatement démis de leurs fonctions. Yo, Monsieur Lafontaine, vous avez dit tôt, ami, rentre chez toi. Titre de votre dernier livre. Cette phrase est-elle encore plus pertinente aujourd'hui? Oui, on a toujours dit que les États-Unis avaient d'autres intérêts que l'Europe. Et surtout, quand on veut dominer le monde, on a forcément d'autres intérêts. Et quand il y a une guerre en Europe, les États-Unis sont loin. Il y a 6000 kilomètres d'océan qui nous séparent. Donc, s'il devait y avoir un conflit en Allemagne, c'est un vieux débat. Cela ne concerne pas les États-Unis. Ils peuvent simplement observer ce qui se passe. Donc, en ce sens, la formule de Klaus von Dohnanyi a été une constante de la politique étrangère allemande après la guerre. Du moins chez les hommes politiques qui s'inscrivaient dans la tradition de la politique de détente, qui l'ont compris, qui n'étaient pas complètement aveugles. Et cela reste vrai aujourd'hui. Si un affrontement nucléaire avait eu lieu ou devait avoir lieu maintenant dans le conflit en Ukraine, il se serait déroulé en Europe. Donc, rien que pour cette raison, les Européens doivent être les premiers, pas les derniers, à tout faire pour mettre fin à cette guerre. Si on continue ce scénario, ami, rentre chez toi, je lis souvent dans les commentaires, je préfère être opprimé par les Américains que par les Chinois ou les Russes. D'accord, on peut arriver à cette conclusion. Mais moi, je ne veux me laisser opprimer par personne, c'est ce qui me distingue de ceux qui parlent ainsi. Je veux donc que nous défendions nos propres intérêts et que nous, les Européens, devenions une puissance de paix. Sur l'Ukraine, Monsieur Lafontaine, tous les politiciens se veulent de grands hommes d'État et sauveurs moraux. Sur l'autre sujet, c'est l'indifférence, le silence, la peur pour leur carrière. Comment expliquez-vous ces doubles standards concernant le conflit en Ukraine et celui à Gaza? C'est facile à expliquer en Allemagne grâce à l'histoire. Et justement, l'assassinat de 6 millions de Juifs à l'époque nazie, ce crime contre l'humanité, cela implique évidemment la politique allemande et la rend partiale. Cependant, j'argumente ainsi, nous avons tout autant une responsabilité envers les Palestiniens, car la création de l'État d'Israël n'aurait jamais eu lieu ainsi sans les atrocités des nazis. Et à ce titre, nous avons aussi le devoir d'aider les Palestiniens. Et c'est là que, comme pour l'Ukraine, la réflexion s'arrête déjà en Allemagne. À cela s'ajoute le fait que lorsque nous disons que nous sommes profondément touchés, il est faux que la majorité des politiciens et journalistes en Allemagne qui affirment être profondément touchés par les atrocités nazies et qu'il ne faudrait donc jamais agir contre l'État d'Israël soient sincères. Ils font preuve d'hypocrisie et mentent à nouveau. Et c'est tellement pitoyable, car avec le même argument, il faudrait dire « Nous sommes profondément touchés d'avoir assassiné des millions de Russes, 27 millions de citoyens soviétiques pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est pourquoi nous ne tournerons jamais nos armes contre la Russie. Nous voyons à quel point la politique est hypocrite et mensongère. » Un chiffre m'a récemment stupéfié. Il ne s'agit pas de données complotistes ou du Hamas, mais bien de chiffres officiels de l'armée de défense d'Israël. 83% des victimes à Gaza sont des civils. Ce sont donc des femmes et des enfants qui ont été tués d'une manière ou d'une autre. À ce jour, il y en aura sûrement des centaines de milliers de plus. C'est-à-dire des personnes qui sont sous les décombres, qui sont encore dans les hôpitaux ou qui tout simplement ne peuvent pas être soignées sur le plan de la santé. Avons-nous affaire ici au pire génocide? J'ai récemment regardé une conversation entre Tucker Carlson et John Mearsheimer, c'est-à-dire l'un des politologues les plus réputés, qui a finalement qualifié cela aussi de génocide. Oui, c'est un génocide. Là aussi, l'Allemagne ou l'Allemagne officielle hésite à le voir et à le dire. Mais vous connaissez aussi la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale. Elles se sont déjà exprimées à ce sujet, mais je n'ai besoin de personne pour ça. Pour moi, c'était un génocide. Et c'est pourquoi je me réjouis aussi qu'il ait été possible d'organiser une grande manifestation à laquelle Dieter Haller-Worden, Peter Maffay a lancé cet appel, les rappeurs Massive et Bauza, Gabriele Krone-Schmalz et Sarah Wagenknecht, le 13 septembre devant la porte de Brandebourg, pour manifester contre ce génocide, pour montrer qu'il y a aussi des Allemands qui voient ce génocide et qui ne veulent pas que l'Allemagne livre des armes. C'est vraiment de la complicité de génocide, ce dont les Allemands doivent s'accuser avec les livraisons d'armes. Et ici, on voit aussi la décadence totale de notre morale. Il n'y a pas si longtemps, il y avait un consensus en politique allemande pour ne pas livrer d'armes dans les zones de guerre.
C'est quand même une affirmation un peu différente que de soutenir un génocide avec des armes. Mais malheureusement, nous en sommes arrivés au point où nous avons aujourd'hui un gouvernement qui livre des armes pour soutenir le génocide dans la bande de Gaza. Je suis tout à fait d'accord avec vous et je trouve formidable qu'il y ait autant de porte-parole dans le monde entier, que ce soit Tucker Carlson ou Joe Rogan qui critiquent maintenant fortement la politique d'Israël. La semaine dernière, j'ai lu une phrase qui m'a vraiment coupé le souffle. Netanyahou a lui-même déclaré qu'il était en mission missionnaire religieuse pour établir un grand Israël. Difficile de faire plus mégalomane, non? Comment décririez-vous cette rhétorique? C'est certainement du mégalomanie. Pour moi, Netanyahou est l'un des plus grands criminels de guerre de ces dernières décennies. Quand on regarde le cabinet, Netanyahou est encore le plus inoffensif de tous. Il y a aussi un Ben Gvir, un Smotrich, qui à mes yeux sont des ultra-nazis et qui font paraître un Björn Höcke comme un professeur Waldorf vegan. Oui, c'est ça qui est tout aussi hypocrite. D'un côté, on dit, en Allemagne, nous voulons combattre le radicalisme de droite, l'extrémisme de droite, la résurgence des idées nationales-socialistes. Alors qu'on collabore justement avec ces nazis au sein du gouvernement israélien, il faut bien le dire ainsi aujourd'hui, quand quelqu'un affirme « ce sont des animaux », comme l'a dit le ministre de la Défense, alors nous les traiterons ainsi. C'est un langage nazi. Si le gouvernement fédéral soutient justement cela et collabore avec ces gens-là, tout cela est justement un exemple de l'énorme manque de crédibilité, de la grande hypocrisie et de l'accumulation de mensonges incroyables. Au début, Monsieur Lafontaine, vous avez évoqué le lobby israélien. Netanyahou a récemment laissé entendre qu'il comptait désormais cibler davantage les réseaux sociaux, c'est-à-dire lutter contre les fake news. Est-ce que c'est aussi un autre indice que la vérité doit être étouffée par tous les moyens? Oui, bien sûr. En temps de guerre, on ment toujours. C'est un vieux proverbe, tout le monde le sait. Et aujourd'hui, nous avons 3 niveaux de guerre. Nous sommes pleinement impliqués dans la guerre économique et totalement engagés dans la guerre de propagande ou de l'information. Il y a aussi la guerre classique avec des armes. Et dans la guerre de l'information, ce sont bien sûr les États-Unis qui sont les plus forts, et les États-Unis soutiennent sans réserve la politique israélienne. Et en ce sens, l'annonce de Netanyahou n'a absolument rien de bouleversant. C'est le quotidien. Ici, on essaie d'influencer l'opinion publique par des moyens de propagande et de désinformation. Cela a aussi fonctionné pendant des années. Mais désormais, les atrocités sont si grandes dans la bande de Gaza et en Palestine que la propagande n'est manifestement plus assez forte pour cacher ces atrocités. Vous venez d'évoquer la guerre de l'information. Maintenant, prenons un peu de recul. Quand vous regardez Palantir et toute cette architecture de surveillance qui est en train d'être mise en place un peu partout dans le monde, est-ce que cela vous inquiète un peu, que nous risquons vraiment de glisser vers une prison numérique dans les prochaines années, connaissons? Oui, bien sûr, c'est quelque chose qui me préoccupe depuis longtemps. Je dis aussi depuis longtemps qu'il devrait y avoir un parti qui en fasse un grand sujet en Allemagne. Bon, il n'y en a pas. Le PSW vient tout juste d'être fondé. Il n'a pas encore la force ni le temps de s'occuper de ce grand sujet. Mais le grand sujet du mouvement ouvrier était l'expropriation des salariés. Pour le dire simplement, les salariés ne recevaient pas assez de ce qu'ils produisaient. Et maintenant, le grand sujet devrait être l'expropriation de nos pensées et de notre personnalité par les nouveaux médias, mais ce n'est pas un sujet en politique. Donc, au final, quand on lit quelles possibilités se sont ouvertes pour influencer l'opinion de chacun d'entre nous à travers l'iPhone, ce qu'on appelle le micro-ciblage, qu'on ne reçoive donc plus que des informations psychologiquement ciblées qui renforcent notre opinion et nous orientent dans une certaine direction, cela met la démocratie en péril. Donc, on peut dire qu'à la fin, si ça continue comme ça, tout ce discours sur la démocratie devient simplement ridicule. Maintenant, il se trouve que dans les prochaines années, les informations vont continuer à se concentrer, le capital va continuer à se concentrer. Alors, je ne sais même pas comment nous voulons mettre fin à tout cela. Les gens continuent aussi de voter pour les mêmes partis. Est-ce que les gens doivent un jour descendre dans la rue pour vraiment marquer le coup? Oui, bien sûr, ce serait vraiment nécessaire.
Ce que je n'ai pas compris jusqu'à présent, c'est, et là je reviens aux manifestations pour la paix qui vont bientôt avoir lieu. Je le répète, vous comprendrez, le 13 septembre, à la porte de Brandebourg. Il devrait y avoir des millions de personnes devant la chancellerie en ce moment disant « Sors et arrête avec tes discours de guerre, ne nous mets pas en danger, ne fais pas brûler nos enfants et petits-enfants dans une guerre nucléaire. » C'est exactement ce qu'il faudrait faire maintenant. C'est sans doute ce que les gens auraient fait dans les années 60 ou 70. Aujourd'hui, ils sont tellement anesthésiés par les réseaux sociaux, tellement surstimulés, qu'au final, ils n'arrivent même plus à se révolter d'une manière ou d'une autre. Oui, c'est possible. Je ne suis pas non plus un expert pour juger de la façon dont les réseaux sociaux influencent et se répercutent finalement sur le comportement. Je ne peux qu'être étonné en tant que quelqu'un qui a son histoire. J'étais présent lors des grandes manifestations au Bahnhofgarten. Lors de la deuxième, j'étais justement l'un des orateurs. À l'époque, des centaines de milliers de personnes ont manifesté contre l'installation de missiles en Allemagne sans temps d'alerte. Olaf Scholz a simplement déclaré « Nous allons réinstaller des missiles sans temps d'alerte, encore plus dangereux, rapides et précis. » Et personne ne bouge. C'est un peu exagéré, mais il n'y a pas de grande manifestation contre cela. Donc, pour le dire ainsi, à ce moment-là, la tentative de créer un nouveau parti avec le Bündnis Sarah Wagenknecht a été couronnée de succès, même si ce n'était qu'un mini-succès. Que justement les deux gouvernements régionaux auxquels le Bündnis Sarah Wagenknecht participe, qu'ils s'opposent justement aux décisions au Bundesrat, ont voté contre et justifient ce développement militariste en Allemagne. Nous mettrons le lien de la manifestation pour la paix ci-dessous. Je soutiens cette initiative. J'ai grandi avec Dieter Hallervorden et je soutiens Massive, Sarah Wagenknecht. Donc, de ce point de vue, le 12 ou 13 septembre... 13 septembre, porte de Brandebourg, 14 heures. D'accord, très bien. Monsieur Lafontaine, vous avez combattu le néolibéralisme toute votre vie. Aujourd'hui, des pays comme l'Argentine, avec Javier Milei, prônent moins d'État, plus de liberté, et cela semble marcher. L'Allemagne ne devrait-elle pas aussi tenter moins d'État ? Il faut toujours répondre à cela de manière très concrète. C'est-à-dire que je lis des choses différentes sur l'Argentine. Certains rapports, guidés par des intérêts, sont euphoriques et déclarent « génial, génial ce qu'il fait là-bas ». Et puis, il y a d'autres rapports qui disent qu'il cause vraiment des dégâts, des ravages sociaux. Et ils contestent aussi les chiffres qui sont fournis. Je ne peux pas répondre à cela depuis mon canapé, mais je peux m'appuyer sur mes décennies d'expérience et dire il existe toujours des situations où l'État va trop loin ou ne devrait même pas intervenir. Donc cela veut dire que c'est toujours un combat quotidien. Où l'État doit-il intervenir et où ne doit-il pas intervenir? On peut dire en général que dans la mesure du possible, beaucoup de choses devraient être organisées de manière privée, là où l'État n'est vraiment pas nécessaire. Mais il y a des domaines où l'on a besoin de l'État, comme l'école ou la santé, ou encore la police et certaines autres choses. On ne peut pas privatiser dans ces domaines et toutes les tentatives de privatisation dans ces secteurs n'ont jamais bien fonctionné. Vous prenez aussi le chemin de fer, c'était aussi un sujet, que le chemin de fer devait être privatisé. Nous avons vu en Grande-Bretagne, à l'époque de Tony Blair, quel désastre cela a provoqué. Et maintenant, il y a un problème, c'est que l'État échoue souvent avec la Deutsche Bahn. L'État est en effet le propriétaire de la Deutsche Bahn. Et pourtant, la Deutsche Bahn a cela. Ces résultats négatifs qui sont vraiment très, très mauvais en comparaison européenne. Et ici, vous voyez le problème. Vous devez, lorsque l'État est propriétaire de l'entreprise, vous devez vous assurer que la collaboration entre le conseil d'administration, les politiciens et le personnel ne conduit pas à des décisions qui servent les intérêts individuels, mais pas ceux de la collectivité. Je pourrais vous faire un exposé ayant été président du conseil de surveillance d'entreprises communales, etc. Et il faut donc s'assurer structurellement que ce qui s'est passé à la Deutsche Bahn ne puisse justement pas se reproduire. Diriez-vous, Monsieur Lafontaine, que depuis 2015, trop de personnes non qualifiées ont immigré dans le système social et ont finalement contribué à cette érosion des systèmes sociaux? Bien sûr, c'est une question très simple. Quiconque s'intéresse à l'immigration dira qu'il faut aider les personnes en détresse.
Tout le monde le dit. Mais la question morale se pose maintenant. Issu du terrain, comme moi, ayant dû, en tant que maire, libérer des salles lors de l'arrivée des rapatriés, etc. Ou encore lors des vagues de réfugiés plus tard. Il sait justement qu'il y a une deuxième phrase qui dit « À un moment, il faut admettre que nous ne pouvons plus accueillir. C'est la vraie question. Après, il n'y a plus que la morale. Tu es sans cœur, tu es je ne sais quoi, les bons et les méchants. On ne résout pas les problèmes politiques ainsi. Il faut des salles, mais le principal souci reste les écoles. Donc, quelqu'un qui, dans une situation où, à l'école primaire, 50% ou plus des enfants ne parlent pas allemand, dit « nous devons continuer à accueillir des gens qui auront aussi des enfants », c'est tout simplement totalement irresponsable ou stupide. Je ne sais pas comment le dire autrement. Il nous faut donc limiter la migration. Si nous ne comprenons rien, il faut le voir à l'école. Imaginez enseigner à une classe où la moitié des élèves ne comprend pas. Comment cela peut-il marcher? Et après, il s'étonne que chaque étude récente montre des résultats scolaires de plus en plus mauvais. Mais un pays dont le système scolaire ne fonctionne pas continue de décliner. Diriez-vous qu'il s'agissait d'une naïveté politique ou était-ce même intentionnel pour nuire à l'Allemagne en tant que site économique? Je ne pense pas. Pour moi, ce serait une théorie du complot. Pourquoi Mme Merkel voudrait-elle nuire à l'Allemagne comme site économique? Elle croyait encore, parce que les milieux économiques lui soufflaient à l'oreille, que cela profiterait à l'Allemagne, qu'il y aurait de la main-d'œuvre, et ainsi de suite. C'était juste un manque de connaissances politiques. Mme Merkel est aussi arrivée au pouvoir sans expérience, n'ayant jamais été maire ni passé de temps dans une commune pour connaître ses problèmes. Bon, elle a bien été ministre à Kulm, mais les problèmes locaux, elle les connaissait trop peu. Et c'est probablement pour cela qu'elle n'a pas compris quels problèmes surgissent dans le domaine du logement, dans le domaine scolaire, et ainsi de suite. J'ai une autre question. Après tant d'années en politique, Monsieur Lafontaine, pourquoi n'avez-vous jamais réussi à réunir une majorité autour de vous? Étiez-vous trop radical ou dogmatique? Il faut nuancer cela. Dans la région, j'avais des majorités ici en Sarre que personne n'a plus jamais atteintes depuis. J'ai obtenu une fois 54, quelque chose pour cent, une majorité avec une participation électorale très élevée, ce qui aujourd'hui ne fonctionne plus. Dans la commune aussi des majorités absolues. Au niveau fédéral, c'était comme ça qu'en 98, nous avions la majorité. Et il est généralement dit que j'y ai contribué. Mais cette majorité n'a finalement pas abouti à ce que je considérais comme juste. Et cela serait à nouveau un grand sujet. Dans quelle mesure un gouvernement fédéral peut-il agir contre les intérêts et les structures de pouvoir existants? C'est un sujet qui concerne Donald Trump, nous en avons parlé. Cela a aussi été un sujet pour la politique fédérale. Et là, par exemple, une remarque, car même Dwight Eisenhower l'avait déjà compris, ou son rédacteur de discours. Je vais être un peu méchant, mais le complexe militaro-industriel aux États-Unis était déjà devenu si puissant qu'il influençait de plus en plus la politique. Il faut se demander à quoi cela ressemble chez nous. Et là, je dois dire que l'industrie de l'armement, puisque nous en avons parlé, devrait toujours être nationalisée, parce que je ne crois pas que Poutine ou Xi, les deux méchants de la politique mondiale, soient soudoyés ou forcés par l'industrie de l'armement à faire ceci ou cela, alors qu'aux États-Unis, par exemple, Jimmy Carter, l'un des présidents américains les plus importants à mes yeux, a dit « Nous sommes un pays avec une corruption politique sans limite ». Et c'est déjà un jugement accablant, surtout lorsqu'il s'agit de guerre et de paix. Monsieur Lafontaine, pour conclure, 3 recommandations concrètes pour nos téléspectateurs, pour acquérir de la clarté et de la souveraineté dans ce monde très agité, chaotique et fragmenté. Essayez de développer votre propre façon de penser. Je le dis consciemment ainsi. Essayez toujours de rester fidèle à la vérité. Je parle aussi d'essayer parce que je sais à quel point c'est difficile selon les circonstances. Et puis, plantez toujours un petit pommier. Quoi qu'il arrive, gardez foi en l'avenir de l'humanité. Vous l'avez très bien dit, Monsieur Lafontaine. Je pourrais vous écouter longtemps. Pour moi, c'était un vrai cadeau de parler avec quelqu'un qui a toujours montré de l'intégrité en politique, même lorsque cela devenait inconfortable.
Et aujourd'hui, nous ne voyons vraiment plus que des carriéristes qui se déguisent en bienfaiteurs, qui sautent sur la première narration venue pour flatter leur ego, qui cherchent les applaudissements du mauvais côté, mais qui, au final, n'ont aucune fermeté dès qu'il y a un peu de résistance. Et je pense que c'est la différence entre une icône et un opportuniste. Et c'est pourquoi des voix comme la vôtre résonnent encore aujourd'hui. Merci beaucoup et tous mes vœux pour la SAR. Merci à vous. Je vous souhaite aussi le meilleur. Merci.